Bonjour Vincent Nozy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pendant 2 ans, vous avez enquêté, vous avez entendu plus de 200 témoignages, dont celui de Gérald Darmanin, qui est sous le feu des projecteurs en ce moment suite à l'actualité internationale et les attentats perpétrés en Israël. Gérald Darmanin qui a prévenu qu'il pouvait y avoir une menace sur le territoire français. Dans votre enquête, vous dites que les services n'étaient pas prêts, très mal préparés aux attentats organisés en 2015 lors des attentats en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à lutter contre une possible vague terroriste en France ? Il y a toujours des risques de terrorisme, et c'est vrai que la France a été, comme d'autres pays, le 11 septembre aux États-Unis, en 2012 avec Mohamed Merah, et surtout en 2015 avec les attentats du 13 novembre, frappés, et on avait des renseignements qui étaient épars, qui étaient peut-être pas très bien coordonnés avec nos amis belges, et ça, on l'a payé très cher. Les erreurs en termes de renseignement et d'absence peut-être de politique assez coordonnée sur le sujet. C'est ce que vous avez découvert dans votre enquête, c'est qu'on n'était pas préparé. On n'était pas préparé. Il y avait eu même un déni, une forme de déni par rapport à Mohamed Merah, qui avait frappé, il faut le rappeler, une école juive à Toulouse, ainsi que plusieurs personnes avant un bombardement, dont un soldat français. Et alors aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on est capable de gérer ? On est mieux préparé, heureusement. La DGSI, qui est le service de sécurité intérieure, coordonne maintenant avec un état-major permanent, mais seulement depuis 2019. Donc on ne sait pas si longtemps qu'on s'est mieux équipé à la fois en hommes, en moyens techniques qui sont assez importants pour en gros repérer et identifier. Alors quand c'est des commandos projetés, comme on dit, de l'extérieur, comme on a eu le 13 novembre, des gens qui venaient de Syrie via la Belgique, d'une certaine façon, ils sont un peu plus faciles à repérer. Quand c'est des actes solitaires, comme le 14 juillet 2016 à Nice, oui, ou comme à Trèbes en 2018, ou des gens qui sont à la limite du profil psychiatrique, comme le djihadiste qui a tué notamment Yvan Colonna dans une prison à Arles l'an dernier, eh c'est beaucoup plus difficile à repérer. On a longuement parlé ces derniers jours de la faillite du renseignement israélien qui n'a pas vu venir les attaques terroristes de ce week-end. Sur le renseignement en France, justement, il y a un chiffre qui ressort de votre enquête. Écoutez bien. Près de 2000 personnes ont été mises sur écoute lors de la crise des Gilets jaunes. 17 000 demandes d'écoute et de géolocalisation, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace pour lutter contre le terrorisme ? Alors là, il ne s'agissait pas de terrorisme, il s'agissait des mouvements sociaux, bien notamment sûr, qui ont un peu surpris le pouvoir en fait en 2018, fin 2018, lorsque toutes ces manifestations émergent, ce mouvement des Gilets jaunes, il y a une forme de panique au niveau du pouvoir. Et donc, décision est prise de manière secrète. Là, on n'est plus du tout dans le terrorisme. On est dans la prévention des violences collectives. Mais est-ce que mettre les gens sous écoute, sur Alors, écoute, c'est ça qui permet de lutter et d'avoir le renseignement le plus précis possible ? Oui, mais ce sont des techniques de l'antiterrorisme qui ont été appliquées à d'autres domaines, notamment c'est d'une surveillance, écoute et géolocalisation qui a été appliquée de manière assez massive à partir de décembre 2018. Et puis, ça ne s'est pas arrêté avec les Gilets jaunes. C'est ça. Alors, comment ça se passe concrètement, les écoutes ? Alors, concrètement, il y a les services de renseignement, comme la DGSI, comme le renseignement territorial, comme la préfecture de police de Paris, font des demandes en signalant, par exemple, tel individu qui serait susceptible de commettre des violences ou qui peut avoir un passé violent. Alors, en l'occurrence, avec les Gilets jaunes, il y avait très peu d'expérience. Donc, beaucoup des demandes ont été acceptées par une commission qui est chargée de valider ces demandes. Ça se passait toujours un petit peu en panique, c'est-à-dire le vendredi soir pour avoir des surveillances qui se mettent en place, des écoutes qui se mettent en place dès le samedi matin, le jour des fameuses manifestations des Gilets jaunes. Et donc ensuite, c'est à Matignon, il y a un service qui s'appelle le groupement interministériel de contrôle, qui est basé sous les Invalides et qui procède aux écoutes. D'accord, donc c'est vraiment des gens qui écoutent. Ce sont des gens qui écoutent. Et donc il n'y a jamais eu autant d'écoutes déployées sur autant de personnes qu'à partir de décembre 2018 et 2019. Vous écrivez, les responsables du service de renseignement m'ont confié qu'ils y avaient pris goût, qu'ils ne pouvaient plus se passer des écoutes et surtout des géolocalisations en temps réel. Donc la surveillance n'a pas pris fin après l'épisode des Gilets jaunes. Est-ce que c'est encore le cas ? Oui, non seulement ça n'a pas pris fin, mais ça s'est amplifié. Il y a même eu une extension des critères en fait, pour surveiller les gens, parce qu'on ne peut pas surveiller n'importe qui. Il faut que la personne soit considérée comme présentant un risque. Par exemple, moi, en tant que citoyenne, je peux être écoutée ? Vous pouvez être écouté, mais il faut que ce soit demandé par un service de renseignement, validé par cette commission spéciale, mise en œuvre par Matignon. Si vous ne présentez pas un profil de présumée violence, vous ne serez... Il n'y a pas de raison. Il n'y aura pas de raison. Mais il faut savoir que depuis début 2023, c'est ce que je révèle dans mon livre, accord a été donné au service de renseignement
pour qu'ils puissent écouter notamment certains militants de l'écologie radicale, des gens de soulèvement de la terre, des gens d'Extinction Rebellion. Auparavant, ils ne pouvaient pas être écoutés pour des raisons politiques, en quelque sorte. Depuis 2023, avec l'accord de Gérald Darmanin, eh bien, on peut écouter ces gens-là. Vous parlez beaucoup du mal-être des policiers, 73 suicides de forces de l'ordre en 2022. Ils se sentent de plus en plus critiqués, mal aimés, démunis. Ils sont débordés. Vous dites également qu'ils sont poussés à faire du chiffre pour faire bonne figure par Gérald Darmanin, dont c'est la politique. Vous n'êtes pas très tendre avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est un mauvais ministre ? C'est pas un mauvais ministre au sens où, étant en poste depuis 3 ans, il a pu avoir le temps, ce que n'avaient pas ses prédécesseurs, pour pouvoir faire quelques réformes, de fond, rattraper du retard, en fait, notamment sur les équipements, pour que les policiers soient mieux équipés. Mais c'est vrai qu'il a un côté, il surjoue beaucoup une politique de communication. C'est un peu le Lucky Luke de la com, comme je l'appelle dans mon livre. C'est la politique de communication. Oui, par exemple, sur les rodéos urbains. Il décide en juillet 22, parce qu'il y a une flambée de rodéos urbains, qu'il impose à tous les commissariats de France de faire 3 opérations de rodéos urbains par jour. Or, dans certaines régions, dans certaines villes, il n'y a pas de rodéo urbain. Donc, que font les policiers de terrain ? Ils inventent des rodéos urbains. Ils font en fait des contrôles routiers. Oui, c'est ça. Alors, donc, tout ça, c'est fait pour remplir des statistiques. De la même façon, lorsqu'ils décident qu'il faut faire décrètent des amendes forfaitaires délictuelles, l'AFD, pour les usagers de stupéfiants. On met en place ce système et en fait, les policiers font du chiffre comme ça. Parce qu'en fait, on contrôle un usager, on met l'amende, et on a 100% d'élucidation du problème. Donc ça fait grimper les taux d'élucidation, la police est contente, le ministre est content. Lui-même me dit qu'il surjoue un peu ça, l'important c'est de mettre en branle la machine. Il vous le dit. Mais les gens sur le terrain, ils ont des injonctions parfois contradictoires. On leur dit par exemple, il faut être plus dans la rue. Mais il faut faire aussi plus d'enquêtes. L'enquête, ça prend du temps dans les bureaux. Aujourd'hui, ils sont noyés, ils sont submergés par, je raconte qu'il y a plus de 2,5 millions de plaintes qui ne sont pas traités dans les commissariats. Il y a une forme de déni de service public. Tout ça, c'est dans votre livre qui est passionnant, Le côté obscur de la force, enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police. Merci beaucoup, Vincent Nouzille. C'est publié chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Merci.